vais vous parler de poésie grecque archaïque et archaïque tardive. Je vais vous donner des extraits de poètes que nous n'étudions pas très souvent, en tout cas pas dans toutes les universités, parce que il y a différents d'édition, il faut aborder plusieurs problèmes avant d'étudier cette poésie qui semble être plus, en tout cas moins abordable que d'autres, euh, pour différentes raisons. En tout cas, je vais vous donner comme modus operandi je vais vous décrire mon exemplier. Il y a la première partie, donc où j'ai mis les mots-clés qui vont nous guider dans cette découverte de la poésie grecque archaïque. Vous allez voir, je vais avoir recours à maintes reprises à ces mots-clés, musiquer, culture sonore et musicale, oreille mentale, performance, mnémé, c'est-à-dire mémoire, aesthesis, les sens, la sensibilité, fantasia, aesthétique, et terpsis, le plaisir, qui, vous allez voir, nous servent, en tout cas ça m'a servi à trouver un fil rouge dans l'analyse de fragments, parce qu'on souvent on parle de fragments, de poètes grecs archaïques, qui est le contenu de la monographie qui va sortir bientôt. C'est-à-dire cette monographie sur les relations entre son, monde sonore et musical, et poésie grecque archaïque. Alors, quand je vais être très clair, et j'espère aussi pouvoir être assez pédagogue, en vous disant que quand on parle de poésie grecque archaïque, donc on est vraiment très loin de le temps, entre, on peut dire 8e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est une époque où tout est fragmenté, mais aussi la politique, nous on pense que c'est toujours uniforme, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut toujours penser qu'il y a plusieurs dialectes, il y a plusieurs façons de mettre en œuvre la poésie archaïque, parce que bien sûr ce n'est pas de la littérature écrite et savante comme on l'imagine. Ce n'est pas de la littérature qui est pensée par quelqu'un qui écrit, qui est sur, comme vous êtes en train de faire avec vos notes. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est la première forme de mémorisation, la première mnémotechnique, et qui dure très longtemps dans l'histoire de cette littérature, est l'oreille. Donc l'ouïe, l'oralité. Ce sont les canaux principaux de mémorisation et puis aussi de mise en pratique. D'accord? C'est une littérature où l'oralité joue un rôle très important. Et quand je dis oralité, ça veut dire aussi que, par exemple, quand on composait les vers, eh bien, on les composait, on ne sait pas exactement, il y a plusieurs théories, bien sûr, mais la partie de l'écriture que les Grecs connaissaient, bien sûr, à partir du 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était probablement à la fin de la composition. Donc, on a la phase de la composition, la phase de la performance, ce qu'on appelle la performance, c'est-à-dire ces textes-là ont servi pour des raisons plus ou moins pratiques, c'est-à-dire accompagner un mariage, par exemple, ou encore célébrer quelqu'un qui venait des Jeux olympiques et qui avait remporté une victoire, ou encore un défunt qu'il fallait honorer avec des chants et des danses. Eh bien, tout ça, c'était vraiment des éléments pratiques de la sphère quotidienne, de la vie quotidienne grecque, qu'il fallait accompagner
par la musique et par la danse. Souvent, ça c'est un autre élément important, à cette époque, la danse et la musique, sont, liées, et l'une accompagne l'autre. Alors pour, mmh, commencer à lire les fragments et les extraits, je vous ai proposé un schéma, qui bien sûr est, un schéma, donc ça a tous les limites, toutes les limites d'un schéma. Et puis c'est en plus, c'est moi qui le propose, donc ça a toutes les limites aussi de quelque chose de subjectif. Mais en tout cas, c'est un schéma qui nous permet de voir comment, la poésie se relationne à l'être humain, au public. Comment le poète et le public, interagissent entre eux, hem, de quelle façon, par quels moyens, d'accord? Alors, pensez toujours qu'il y a la mémoire, comme Mnemosyne est la déesse qui engendre les muses. Donc, à la base des muses, il y a, à l'origine des muses, il y a Mnemosyne, la déesse mémoire. Donc, sans la mémoire, il n'y a pas d'art. Ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire abstraction. C'est vraiment comme ça. Tout art naît de la mémoire. Il y a aussi, le plaisir, parce que si on n'a pas le plaisir à entendre quelqu'un, parler ou, à participer à une cérémonie, eh bien, on n'y va pas, tout simplement. Donc il faut avoir du plaisir à suivre un événement, ce qu'on appelle aux États-Unis, heu, l'événement esthétique. Il y a plusieurs livres, ces dernières années qui parlent d'événements esthétiques. C'est-à-dire, la performance grecque, archaïque et classique était un événement esthétique. Parce qu'on s'habillait bien, on faisait de belles choses, des beaux gestes, avec de la belle voix, avec des beaux sons. Donc c'était un événement où se concentraient les canons esthétiques d'un village, d'une ville, d'un peuple. Mmh. Et donc le plaisir et les données ou la terpsis, pour la poésie, c'est plus le terme terpsis. Donc à chaque fois, revenez aux mots-clés, vous trouvez, tout ce dont je parle, hein. La terpsis qui est ce plaisir un peu spécifique à l'art et à la musique et à la poésie, où on a, envie, grâce auquel on a envie ensuite de continuer à entendre, à voir quelque chose et surtout d'entendre à nouveau quelque chose. Pensez à combien de fois les vers homériques ont été répétés, mais aussi, tous les autres textes dont on va parler aujourd'hui. Donc, il y a cet élément de la répétition qui est fondamental. De nos jours, la répétition est souvent considérée comme quelque chose de redondante, de lourd. Eh bien, dans la littérature grecque archaïque, on le voit, il y a des répétitions, qui n'empêchent pas de suivre, et au contraire qui aident et le poète à mémoriser, parce que c'est une répétition, et l'auditoire, le public, à se dire: «Ah tiens, je reconnais ça», et donc à réactiver l'attention. Parce que l'attention, et ça les Grecs en savaient, quelque chose, doit être, constamment, réactivée. Moi, je vous regarde, je préfère, vous regarder parce que je, garde l'attention. Si je lisais mon texte de mon côté, j'aurais sûrement déjà perdu quelqu'un, qui, serait en train de manger son sandwich dans son coin. Mmh? Donc, il y a vraiment, quelque chose d'important, c'est l'attention qui est en lien avec le plaisir et aussi avec la mémoire. Parce que si on perd le fil rouge d'un discours, eh bien, on est perdu, on n'a plus de plaisir. Regardez un film, à la fin, du film, vous n'avez pas beaucoup de plaisir. Vous êtes d'accord? Et puis il y a les sens. Les sens, parce que, bien sûr, nous imaginons, la poésie grecque archaïque,
comme quelque chose de sublime, de très beau, mais on aurait plus besoin, je pense, de l'imaginer dans une salle où ça sent la nourriture. Bon, là, on est vraiment dedans. Une salle où on entend des sons, de très beaux sons, où on entend aussi, le contexte, naturel, tout autour, les oiseaux qui chantent ou, le soir, on voit le coucher de soleil, on boit, on mange. Hem et donc les sens participent activement. Les sens surtout du public, mais aussi bien sûr du poète et du chœur. Parce que le chœur chante et danse et donc les gestes, de nos jours, on parle d'éléments non seulement, synesthésiques, mais aussi kinesthésiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. La kinesthésie est, le fait d'arriver à suivre des mouvements, donc kinésis, le mouvement, et aussi à l'imaginer. D'accord? Imaginez si je vous dis quelqu'un qui est en train de, danser sur une table et qui bouge et qui danse, vous l'imaginez avec votre mémoire. Donc ça, c'est aussi un sens, si vous voulez, un sens imaginaire et donc on revient, au quatrième mot, important du schéma, c'est la fantaisie. La fantaisie en grec a 2 sens, actif et passif. C'est-à-dire la fantaisie, c'est, le fruit de la fantaisie, les images qu'on a. Phantasma, fantasia peuvent avoir, dans les écrits philosophiques, un sens, passif, c'est-à-dire une image qu'on a reçue. Mais ça peut désigner aussi la démarche, cette capacité que l'homme a et qui est décrite par, Aristote dans le De Anima ou dans la métaphysique, de créer des images. Or, moi, je me suis toujours concentré sur la fantaisie qui crée des sons. Parce que c'est vrai qu'il est plus facile et Héraclite, le premier extrait que je vous ai mis, le dit bien, mais Aristote aussi le dit, encore mieux, que les yeux sont, les, martules, les témoins, sont des témoins plus fidèles encore que l'ouïe, que les oreilles. Et c'est vrai, parce que naturellement, même les études, scientifiques, montrent que, l'homme est, naturellement, porté par la vue. On apprend par la vue. On regarde, on commence à découvrir le monde par la vue. Mais il y a aussi l'ouïe qui est très important avant qu'on voit. Imaginez, avant qu'on voit, le bébé sent le toucher de sa maman et il entend très bien sa voix. À tel point que la voix de la mère est quelque chose qui peut aider le bébé, je parle aussi de ma vie quotidienne, hein, que ce qui est rassuré par la voix de sa mère parce que c'est ce qu'il connaît de plus, de c'est la ses éléments de connaissance les plus anciens pour le bébé. Eh bien, hem, pour vous donner, une idée de, ce que, par exemple, la poésie homérique pouvait être. Alors, lisons, le texte, d'Homère. Je vous ai, mis un texte tiré du, 18e livre de l'Iliade. Donc c'est le fameux livre, où il y a la description du bouclier d'Achille qui est tout un monde. Il y a tout un monde à l'intérieur du bouclier. Euh, et je préfère vous le lire en scansion parce que déjà ça fait partie de mon parcours et puis parce que ça donne, même si c'est bien sûr une scansion qui a été créée a posteriori et que ne correspond pas forcément avec la prononciation que les Grecs avaient, au moins ça donne un rythme à ce que pouvait être la poésie. Donc imaginez que moi je suis un aède, que je chante, que je m'accompagne de ma
de ma sitar ou de ma lyre et que, tout ce que je fais, c'est de chanter et de solliciter votre imagination. D'accord? Donc pensez que vous êtes vraiment en train d'imaginer grâce à la poésie et donc vous activez la terre psy, le plaisir, mais aussi vos sens parce que vous êtes en train de manger, physique et intérieur. Mmh? Entastaseu sapa pardon, entastaseu sapaterte de pallas Atene. Phtenxatatar troessin enaspeton orse hudoimoi. Hos dotarizele phoneotetia salpinx. Astiu periplomenon deion hypotium moraisteon. Hos dotarizele phonegenetai akidao. Donc, encore une fois, c'est une lecture qui se base sur des critères scientifiques qui ont été créés a posteriori, puis il y a une prononciation qui est l'érasmienne qui s'applique à ça. Donc, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée d'un rythme qui pouvait être à l'intérieur du texte. D'accord? Eh bien, ici, vous voyez qu'il y a Achille qui crie, Pallas Athéna qui crie aussi, Phtenxato, et puis un tumulte inexprimable qui s'élève parmi les Troyens, et puis Homère, voilà, comme fait souvent, commence Hos dotarizele, c'est-à-dire il commence à faire sa similitude. Alors, comme éclaire la voix lorsqu'une trompette, la salpinx, résonne alors que les ennemis destructeurs de vie assiègent la ville, ainsi, je répète, entendez cette tension que la poésie grecque crée pour qu'on ait envie, et le plaisir aussi, de comprendre à quoi à qui Homère est en train de comparer la voix de la salpinx, c'est-à-dire de cette trompette. Donc, comme éclaire la voix lorsqu'une trompette résonne alors que les ennemis destructeurs de vie assiègent la ville, ainsi, Cross, ainsi est éclaire la voix de l'Éacide. Voilà, donc, bien sûr, dans une performance d'un Aède, il y a plusieurs théories, mais il est probable que souvent l'Aède chantait tout seul en s'accompagnant d'une sitar ou d'une lyre, ce n'est pas la même chose, et que parfois il demandait aussi à un chœur de danser en même temps qu'il récitait ou chantait. Encore une fois, il y a plusieurs théories, ce n'est pas la seule, et bien sûr, ça n'applique pas à tous les livres de l'Iliade et de l'Odyssée, bien sûr. Mais ce qu'on peut penser dans ces contextes-là, dans ces extraits, c'est que l'auditoire, les Grecs, qui étaient en train de boire, qui avaient terminé de manger, qui étaient dans un environnement paisible et de fête, normalement, ou en tout cas de plaisir, eh bien, ils pensaient, ils imaginaient ces scènes-là. La scène d'Athéna qui crie, d'Achille qui crie. On peut imaginer aussi que l'Aède ait haussé sa voix par mimétisme, parce qu'on doit bien sûr imaginer que il y avait une forme de mimétisme de la part de l'Aède. Il ne pouvait pas chanter comme on entendrait réciter à n'importe quel conférencier qui lit ses notes. Non, c'était pas comme ça. C'était humain, c'était incarné dans son corps. C'était vraiment lui. Et donc, si c'était le cas, si le public imaginait, eh bien, il imaginait aussi les sons. Parce que là, on imagine quelque chose de très articulé.
Alors, il faut déjà penser à ce que c'est le cri de la trompette, quelque chose que les Grecs connaissaient bien, parce que c'est quelque chose de leur, pas quotidien, mais ils avaient, sans doute entendu la trompette, la salpinx qui, avait principalement la fonction de guerre. Virgile, la cite, souvent, mais aussi, pour que les citoyens, se réunissent. Souvent, les assemblées commençaient par un jeu de trompette. Heu et donc, imaginez d'abord cette trompette, le son, ça a des connotations très importantes parce qu'en plus Athéna était très liée à cet instrument. Hem et vous voyez, on passe d'une analogie à l'autre. Donc, comme la trompette, Athéna, et bien, la trompette, le son de la trompette d'Athéna fait un son assez, on l'a reproduit, hein, récemment, tout récemment, on l'a reproduit. On a trouvé des trompettes qu'on a, grâce aux technologies, informatiques, on a reproduit ce que devait faire l'air, en entrant dans cette tuba. C'était une tuba, longue plus ou moins comme ça, d'accord? En airain ou, en bronze. Et bien, c'était un son, Virgile le décrit comme un, mugissement. En tout cas, c'était un son, intense. Parce que si on ne comprend pas à quoi ressemblait la trompette, nous resterons toujours sur le plan littéraire, abstrait. Ah oui, c'est la trompette, c'est un topos littéraire, mais pas forcément. C'est aussi une référence de la vie des Grecs de cette époque. C'est ainsi que la poésie est vivante. Hem, alors passons à un autre extrait, un extrait de d'Alcman qui est, un poète, qui a donc on est, dans la littérature grecque archaïque. Il a écrit beaucoup de parthènes, c'est-à-dire compositions pour des jeunes filles, hem et qui a été, un des plus grands poètes, de son époque. On est au 7e siècle et a souvent et presque surtout travaillé à Sparte. Et alors, il, dit: «Mos agemos aligea pollumeles, aienoi demelos, neokmon arche parsenois eiden». Donc allons muse, muse à la voix mélodieuse, au chant éternel, entonne pour les jeunes filles un air nouveau. Alors, pour vous dire ce qu'on peut, comprendre grâce à l'analyse de la terminologie sonore et musicale. C'est ce que je fais. Donc on a une répétition, une anaphore ici des muses, de la muse, en dialecte dorique, Mosa. Cette muse qui a une voix, perçante, ligea, et qui a, aussi, qui est polumélès, c'est-à-dire aux nombreux chants. Mmh. Puis il y a Aienoide, l'éditeur ici, Davis, a, distinct les deux mots. Il y a Calam qui les met, qui en fait un apax, avec une inverbation. Mais peu importe, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, le poète, Alcman? Alcman ici, dans un fragment qu'on a reçu d'une source indirecte. D'accord? C'est un fragment indirect d'une source indirecte. Eh bien, lui, il, est en train hem, demander à la muse d'entonner un nouveau chant, heu, pour les jeunes filles. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Déjà, on peut penser que, il s'agit d'un chant pour des jeunes filles. Bon, c'est une évidence.
et que, c'est un incipit parce que, ça a l'air vraiment d'être, le début d'un chant. Parce qu'au début, il y a l'épiclèse, l'invocation à la muse. Mais pourquoi la muse? Et parce que la muse est fille de Mnémosyné, la mémoire. Si on n'a pas de mémoire, on ne peut pas chanter. Donc l'invocation qui, bien sûr, surtout dans la littérature, heu, hellénistique et latine, devient un topos littéraire, l'invocation à la muse, bien sûr. Et même ça dure, pendant toute la littérature occidentale. Encore, Dante fait plusieurs, invocations à Apollon, même à la Vierge Marie. Les invocations sont importantes parce qu'au début, on doit commencer. Si on ne se sent pas rassuré au début d'un chant, vous savez, le début d'un chant, je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous, mais commencer, débuter chanter, ou à exécuter un morceau, c'est toujours la partie la plus délicate. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà se concentrer, se remémorer de tout ce qu'il faut faire et dans un, travail complexe comme celui du poète qui en plus doit, avoir dirigé et instruit le cœur, qui doit faire certains mouvements à un certain moment, eh bien, c'est, un travail très complexe. Donc le début le début, c'est le début de c'est la une partie qui exige, l'intervention divine. Ce n'est pas avant d'être un topos littéraire, c'est un si vous voulez, une marque de superstition ou de religion. Il n'y a pas beaucoup de différence à cette époque, mais en tout cas, c'est, on c'est comme les, joueurs de foot qui, se font le signe de croix avant de commencer le le match. Hem, Ce n'est pas bien sûr, c'est devenu un topos, mais et puis si on y croit, c'est parce qu'on a besoin de débuter. Mmh. Alors, je passe à un autre, oui, parce qu'il faut que j'aille vite. Je passe à Césicore. À Césicore, qui a souvent travaillé, dans le sud de l'Italie, dans la Grande Grèce et en Sicile. Attention, ce sont 2 choses distinctes, hein. Moi, je viens de Sicile, donc c'est, très important de distinguer, la Magna Graecia, la Megale Hellas et la Sicilia. Un corpo libre disait Megale Hellas, Kai Sicilia. Eh bien, Césicore, il est possible qu'il soit né aussi à Imère, près de Palerme aujourd'hui. Heu et hem et lui, alors, il a composé on ne sait pas exactement, d'où vient, l'origine de cet extrait parce qu'encore une fois, ce sont toujours des sources, secondaires, mais encore une fois ici, on a, l'invocation, ou plutôt la référence à Apollon et ici, il n'y a pas l'anaphore qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une autre figure de style qui est l'antithèse. Je vous la lis en français cette fois-ci. Par-dessus tout, Apollon aime les jeux et les chants. Paigmosiunas te molpas, avec danse. Chant avec danse, c'est molpé. Molpé, c'est un mot-clé qui veut dire chant avec danse, d'accord? Ce n'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, surtout chez Stésichore, c'est chant avec danse. On parle ici de poésie monodique, citharodique. C'est-à-dire monodique, il y a un seul qui chante. Citharodique parce qu'il s'accompagne par sa cithare, d'accord? Mais ce n'est pas la seule, interprétation. Césicore est vraiment un mare magnum de plusieurs, de théories, voilà, ça a créé beaucoup de débats. Bref, donc il y a d'une part Apollon qui aime les jeux et les chants avec danse, de l'autre, donc alors qu'Hadès eut par le destin de gémissements et du deuil. Donc du deuil Kédéa et des gémissements Stonachas. Alors ici, vous voyez comment la musique et les sons peuvent servir
au poète pour décliner ses idées. Donc, il y a vraiment une antithèse très forte. D'une part, Apollon qui aime les jeux et les chants. De l'autre, Hadès, qui a reçu, il n'aime pas parce qu'Hadès n'est pas associé à l'amour pour la musique. Parce que la musique relève du champ sémantique d'Apollon. C'est parmi les Timae d'Apollon, d'accord? Pensez, à Alceste. Alceste, Alceste d'Euripide, il y a un moment où, après le départ d'Alceste aux enfers, Admète ordonne, il commande qu'on chante ce qu'il appelle un péant, sans accompagnement, un péant triste. De l'Antiquité, le chant a cappella n'est pas, c'est bien sûr une théorie, mais on pense que ça n'existait pas, le chant a cappella. Il y a plusieurs choses qui n'existaient pas et que nous avons aujourd'hui, le chant a cappella ou la polyphonie. Bref, c'est un autre sujet. Eh bien, donc ça veut dire que si Hadès, si après le départ d'Alceste, on chante un péant sans musique, ça veut dire que la musique ne fait pas partie des timae, des caractéristiques qui relèvent du chant d'Hadès. D'accord? Donc, il y a une opposition forte de la Grèce archaïque entre ce qui est beau et, et beau et bon du point de vue esthétique, et ce qui est l'obscurité, le noir, le silence qui relève du chant d'Hadès. Bien sûr, ce n'est pas tout noir et blanc, hein. Il y a des nuances. Parce que, par exemple, lors de la mort de quelqu'un, eh bien, il y avait une partie qui était le gos. Déjà, le gos, ça vous explique ce que c'était. C'était une lamentation inarticulée devant le défunt, un gos. Et puis, il y avait les vrais chants pour le défunt, le trenos avec des mots. De l'autre côté, donc, Pindare, fragment 5, pardon, pas fragment, extrait 5, dans la Pitique 10 à Hippocléas, le Thessalien Hippocléas, décrit le paradis. Le paradis chez les Grecs, c'est-à-dire les hyperboréens. Qu'est-ce qu'ils font? Mais bien, chez eux, la muse n'est point proscrite. Partout tournent les chœurs de jeunes filles qu'accompagnent les sons de la lyre et les notes bruyantes de la flûte. Alors, ce n'est pas ma traduction, je le précise, parce qu'il y a des imprécisions. Par exemple, on ne peut pas utiliser flûte pour l'aulos, qui n'est pas techniquement une flûte, mais à la limite un hautbois. Mais bon, peu importe. On voit ici que le paradis chez les Grecs, c'est les chants et les danses. D'accord? Et donc, la muse est présente, tout le monde chante. C'est, encore une fois, pour revenir au bouclier d'Achille du 18e livre de l'Iliade. Il y a aussi la fameuse description de la cité, des deux cités. Il y a une cité en paix et une cité en guerre. Et bien, dans la cité en paix, bien sûr, il y a la même description. Tout le monde chante, tout le monde est content, tout le monde danse. Alors que de l'autre côté, non, ce n'est pas forcément le cas. Alors, revenons à Sappho. Sappho, donc extrait 6. Ici, on a, donc on a parlé jusqu'à présent d'anaphore, on a parlé d'antithèse ou antithéton, selon selon les grammaires. Et venons ici à l'énumération. En grec, synatroismos. C'est-à-dire donner une liste d'éléments qui sont liés les uns avec les autres. Et là, on est dans quelque chose d'incroyablement intéressant pour nous parce que
Sappho a composé ce poème, dont nous avons le fragment 44, Vogt, qui a été aussi, recomposé au fil des années. Et c'est un très bel exemple de comment, le mythe, la mythologie interagit avec les dieux, donc religion et mythe, et les 2 interagissent avec le présent, le hic et nunc de la performance. Parce qu'il est fort probable, donc on est là, ici il y a le consensus, que Sappho ait composé ce, poème pour des époux, des vrais époux qui sont mariés. Donc elle a composé ce texte pour les célébrer. Et donc il est fort probable que, le public, entendait les sons, donc les paroles, de ce chant, en même temps voyait les époux. D'accord? On ne sait pas exactement si c'était un hyménée ou si c'était un épithalame. D'accord? Il y a une différence, assez, importante, parce que, par exemple, l'épithalame, c'était devant la chambre nuptiale, alors que l'hyménée, c'était, en procession. Mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de voir, donc imaginez donc cette scène, des gens qui participent à un mariage, qui sont bien habillés, qui voient aussi une épouse merveilleuse sur un char peut-être, et on entend, Anolos au chant doux, se joignit et un son de crotale, c'est les claquettes, non pas les claquettes, pardon, comment on appelle ça? Les castagnettes, oui, en grec. Et alors des vierges entonnaient un chant sacré, hein, melos agnon, et montait au ciel l'écho divine. Et là, c'est vraiment une image qu'on a retrouvée aussi, chez Horace, de ces voix, ces chants qui rejoignent le ciel. On a la même image pour, l'encens, parce que c'est, du sacré, c'est quelque chose de sacré. Hem Et les femmes les plus âgées poussaient un haut cri. Ne pensez pas qu'ici le cri, ait une connotation négative. Au contraire, il y a, c'est probablement une ololuguet, qui est un cri, du sacrifice. C'est au moment où on coupait la gorge, on égorgeait un animal, que les femmes criaient. C'était vraiment une pratique très répandue et c'était l'ololuguet, et on sacrifiait des animaux, bien sûr, lors d'un mariage. Donc poussait un cri et tous les hommes faisaient résonner le péant, aigu et désirable, en invoquant le loin tyran à la belle lyre, Apollon, et chantaient Hector et Andromaque, semblables aux yeux, Théoei qu'Héloïs, pareil aux dieux, pardon. Et donc, ici, il y a, imaginez la scène donc qui est décrite, qui est celle d'Hector et Andromaque, et la scène réelle, qui est celle des époux, des vrais époux. Donc on dialogue, on fait dialoguer le mythe, la religion aussi, et le mariage, de Sappho. Alors quand on dit: «Mais pourquoi, comment faisaient les poètes pour, faire les reperformances?» De nos jours, on parle souvent de reperformance, c'est-à-dire un chant qui est réexécuté, dans d'autres occasions ou, même dans d'autres, contextes. Eh bien, c'est un texte qui se prête très bien à un mariage, n'importe lequel, puisque ça fait référence à quelque chose, à une culture partagée. Pensez, dans l'extrait 7, de nombreux bracelets d'or et de robes fragrantes de pourpre, d'ornements bigarrés, d'innombrables coupes d'argent et d'ivoire. Ça, c'est la description du char d'Andromaque, et aussi d'Andromaque, qui était, bien habillé, bien sûr, qui dialogue avec l'image qu'on voit. Donc il y a quelque chose qu'on imagine,
et en même temps quelque chose qu'on voit pendant la performance, pendant l'exécution. Et vous voyez que, on revient toujours à ce cercle de mémoire, plaisir, sens et fantaisie. Vous voyez, ça marche. Alors, Bakilide, donc on est dans un autre, contexte. Bakilide qui a composé ces vers pour Hieron, qui avait remporté une victoire, athlétique en 470. Et qui, lui, il parle il se compare, donc ça c'est une métaphore, une des métaphores les plus, répandues chez Bakilide, mais aussi chez Pindare. Il se compare, à l'Hector Uranias, coq d'Uranie. Il est le coq d'Uranie. Jadis cria le coq au doux parler d'Uranie, seigneur de la Forminx. Seigneur au féminin, hein, bien sûr. Mais maintenant, d'un cœur consentant, il a parsemé de nouveaux chants. Alors, c'est un extrait, bien sûr, on a toutes les pins ici. Mais ce que je voulais souligner dans cet extrait, c'est que le poète, souvent, le poète lyrique, donc ceux qui composaient des chants choraux, d'accord, des compositions chorales, il faisait souvent référence au monde des animaux. Le coq, alors quand j'ai commencé à étudier les occurrences du coq dans la culture grecque, j'ai été très étonné parce que c'est un animal qui apparaît très tardivement dans la poésie et aussi dans l'iconographie grecque, entre le 9e et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'avant les Grecs ne mangeaient pas de poulet? J'en sais pas, j'en sais rien, mais c'est très tardif. Et même dans les iconographies, on a des coqs, bien sûr en Orient, en Extrême-Orient, il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est une des hypothèses que ce soit un animal qui vienne de l'Iran, probablement. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le coq ici, c'est, bien sûr l'animal, mais c'est aussi le symbole du messager de du Nuntius Diei, c'est-à-dire celui qui annonce le jour. Et le jour, c'est la lumière, et donc c'est aussi symbole de célébrité. Et donc, pourquoi le coq? C'est pour cette raison-là. Donc, le coq, le poète coq, qui peut nous sembler étrange comme comparaison, eh bien, c'est une comparaison tout à fait légitime. Alors, il y a des théories selon lesquelles le coq serait aussi un symbole homoérotique, parce que c'était un cadeau qu'on faisait, que se faisaient les amants. Le coq, c'est aussi symbole de combat, parce que les Grecs connaissaient bien sûr les coqs combattants. Euh, ces théories-là, d'analyse et d'interprétation littéraire, bien sûr, influencent la traduction. Parce que quand j'ai traduit Il a parsemé de nouveaux chants, epeseisen, eh bien, le verbe, littéralement, veut dire jeter quelque chose de haut, vers le bas. Il y a des interprétations selon lesquelles le coq, ici, perdrait ses plumes euh, pour faire le coq, simplement faire le coq, parce que c'est un coq, donc il ferait tomber ses plumes. Alors, moi, il m'a toujours, c'est une image, une interprétation qui est très répandue, mais qui m'a toujours semblé pas, en tout cas, à la hauteur de l'épinitie. Imaginez s'il y a des gens qui écoutent quelqu'un qu'on célèbre parce qu'il a remporté une victoire à, à Olympie. euh, Difficile d'imaginer qu'un poète se compare à un coq qui perd les plumes. C'est, alors,
c'est plus, c'est mon interprétation, donc ma traduction, un coq qui a, parsemé, de nouveaux champs, donc l'objet, l'objet direct qu'il parsème, c'est les nouveaux champs, parce que c'est un coq d'Uranie, c'est n'importe quel coq. C'est le coq d'Uranie, c'est un coq sacré, puisque le poète a aussi une valeur sacrée. Donc, n'oublions jamais que le poète a un statut très important dans l'Antiquité, le poète lyrique. Bien sûr, là, on commence avec Bakélide et Pindare à voir le poète, et Simonide surtout, avant eux, le poète qui se fait payer. Mais le paiement, la paye n'était pas quelque chose d'officiel. Et puis, c'était souvent un échange. Eux, ils parlaient surtout d'échange, de charis, qui veut dire aussi grâce, beauté. Hein. Je termine donc avec, je pense que je n'ai pas le temps de tout faire, donc je voulais terminer par le silence. Parce que un des éléments les plus importants de la poésie, eh bien, c'est le silence. Parce que si on parle tout le temps, si on fait tout le temps du bruit, eh bien, on ne donne pas assez d'espace au silence, c'est très important. Mais le silence dans notre société n'a pas la même valeur que chez les Grecs. Pensez que quand on travaillait, on discutait, on faisait de la philosophie, c'était pas dans des salles de bibliothèque silencieuses, c'était les débats avec des cris aussi parfois. La démocratie, ça marchait à haute voix. Les latins pouvaient crier aussi lors des élections, lors des débats politiques. C'est même, on le sait, grâce aux écrits de Cicéron. Eh bien, le silence pour Pindare, poète grec archaïque tardif, donc on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, et pour Bakélide, c'est l'oubli. Le silence correspond à l'oubli. S'il y a l'oubli, eh bien, on ne parle plus de quelqu'un. Et si on ne parle plus de quelqu'un, ce quelqu'un n'existe plus. Donc le kléos, pensez au nom-clé, au mot-clé de la poésie grecque archaïque. Le kléos, la renommée, la gloire, eh bien, c'est lié étymologiquement au verbe entendre. Kléos. D'accord? Si on n'entend plus parler de quelqu'un, eh bien, on n'entend plus parler de quelqu'un, il n'existe plus. Donc la poésie arrive à défier, Horace dit: «Exegi monumenta aere perennius», j'ai érigé un monument plus durable que le bronze. Pourquoi? Mais parce que c'est encore plus fort que les machines de guerre qui détruisent tout, mais qui ne peuvent pas détruire, pas toujours en tout cas, la mémoire de quelqu'un, d'un poème et par le poème, via le poème de quelqu'un qui a été célébré, d'un Laudandus. Et donc, je termine par Pindare, comme ça je reste dans les temps. Esti detis logos, c'est une maxime chez les hommes que quand un exploit est accompli, il ne faut pas le laisser caché dans le silence. En grec, c'est encore plus fort. C'est le silence, c'est le silence qui siga. Il faut pas il n'est pas bien de le cacher euh, par le silence, à travers le silence. Ce qui lui convient, c'est la divine mélodie, Thespesia Aoida, la divine mélodie des vers louangeurs. Et donc, c'est la divine mélodie. On comprend pourquoi divine. Peut-être déjà à cette époque, le poème divin était divin par un topos littéraire, on ne sait pas, mais je suis en train d'étudier en ce moment les implications religieuses de Pindare, de la poésie de Pindare et dans sa vie.
vous assure que toutes les sources, biographiques, disent que Pindare était quelqu'un de très croyant et qu'il avait été à sa place et qu'il avait toujours sa place à Delphes et qu'on le respectait comme si c'était un prêtre. D'accord? Pour vous dire. Donc je ne pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas que la divine mélodie, ou la Te Specia Aoida, ici, veuille faire référence juste à un topos littéraire, l'Aède divin d'Homère, lointain. Voilà, je voulais terminer.